parliez, je crois, à la présentation précédente ou encore celle d'avant de la place des industriels. Donc, nous y voilà. Ce que je vais partager avec vous, c'est effectivement la démarche de Sanofi sur ces sujets de e-santé et comment, en fait, nous souhaitons devenir un acteur à part entière sur cette santé de demain. Donc, simplement, je ne vais pas vous faire un cours sur Sanofi, mais simplement vous donner quelques données, partager avec vous quelques données sur l'empreinte de Sanofi en France. Donc c'est un laboratoire pharmaceutique, c'est le champion de la pharmacie en France, je crois qu'on peut le dire comme ça. C'est plus de 25 000 collaborateurs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la seule structure en France qui a à la fois les activités commerciales avec le médical, mais également la R&D et les affaires industrielles. Et ça, en fait, quand on parle de e-santé, c'est extrêmement intéressant d'avoir l'ensemble de la chaîne du médicament. Vous voyez aussi cette répartition géographique sur l'ensemble du territoire, avec, comme on vient de le dire à l'instant, à la fois des centres tertiaires, mais également des centres de R&D, des centres et des usines. Et là aussi, c'est intéressant parce que lorsqu'on parle de e-santé, on parle souvent d'écosystème de la e-santé. C'est pas qu'à Paris, en fait. Il y a en particulier de très jolies start-up réparties dans différents coins de France. On y reviendra. Et pour nous, c'est intéressant d'avoir cet ancrage, en fait, partout en France. Ça nous permet d'avoir des contacts plus faciles avec ces nouveaux acteurs de la e-santé. Et puis le dernier élément que je voulais partager avec vous, c'est vous dire que l'innovation est dans l'ADN de Sanofi, avec une R&D qui est effectivement très présente en France, puisque 45% de la R&D de Sanofi globale est située en France, avec, comme vous le voyez, 2,4 milliards d'euros investis en R&D en 2016, ce qui fait de Sanofi le premier investisseur privé en R&D, quelles que soient les industries, automobiles, food, enfin ce que vous voulez. Voilà. Donc pour vous dire que c'est important et que de fait, l'ancrage que nous voulons avoir en e-santé s'inscrit avec cette ambition également d'innovation et de recherche et développement. Donc depuis, donc là je vous parle de Sanofi en France essentiellement. Depuis maintenant 3 ans, une direction innovation ouverte en e-santé a été déployée en France. Et durant les 2 premières années, cette équipe, qui est une petite équipe, a beaucoup travaillé justement sur la compréhension de cet écosystème de la e-santé, en essayant de s'intéresser à l'ensemble des acteurs et en nouant déjà des partenariats assez intéressants avec un certain nombre d'incubateurs, d'alliances ou clusters. Donc on reconnaît ici Medicine, Cap Digital, mais également TechCare Paris, et puis le village Baïséa, dont nous sommes partenaires effectivement à Paris, mais également à Bordeaux. Et puis partenaire également de Francie Health Tech, qui est en fait un réseau de start-up en e-santé, qui regroupe aujourd'hui à peu près 140 start-up sur le sujet de la e-santé. Partenaire également de start-up, on va le revoir tout à l'heure sur des sujets bien précis dans le développement de solutions et également d'ETI comme Volontis par exemple, avec lequel nous avons développé avec le CERIT une solution pour le suivi des patients diabétiques de type 1. Qui allie à la fois un logiciel thérapeutique et de la télémédecine et qui a été la première solution de ce type à recevoir une approbation positive des autorités de santé et dont on est très fiers. Nous sommes également partenaires de grands groupes sur ce sujet de la e-santé comme Orange, Cognizant, Altran, des écoles également, ou des structures comme School Lab, par exemple, qui est une structure qui est extrêmement intéressante puisqu'elle va regrouper des étudiants de différentes écoles, ingénieurs, écoles de commerce, designers, sur des projets précis en e-santé. Des associations de patients et Living Lab. On y croit beaucoup au Living Lab, en fait, parce qu'on va en parler tout à l'heure. En fait, nous, on n'est pas tech, on ne fait pas de la technologie. Donc on s'intéresse beaucoup à l'usage, en fait, l'innovation d'usage. Et il nous paraît absolument essentiel, dès le départ, d'impliquer l'usager au plus près, le patient, le professionnel de santé, en fonction de ce que l'on développe.
et de co-construire avec eux très rapidement en fait ces solutions. Et puis également, nous participons à un certain nombre d'événements et d'initiatives en e-santé sur le territoire. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la e-santé ? Je ne vais pas paraphraser ce qui a été dit tout à l'heure. Nous, ce qui nous intéressait en tout cas dans le cadre de Sanofi, c'est d'avoir une définition commune. On s'est dit que la plus simple, c'est de prendre celle de l'OMS. Finalement, c'est assez indiscutable. Et puis en plus, on l'aime bien, celle-ci, parce qu'elle nous dit que l'e-santé, c'est l'utilisation des outils de production, transmission, gestion, partage d'informations numérisées au bénéfice des pratiques, tant médicales que médico-sociales. On l'aime bien parce que, en fait, au-delà de la technologie, elle fait appel d'abord à l'usage, partager, collecter, transmettre, gérer. Et surtout, elle fait appel à la valeur que ça va pouvoir avoir au final pour le patient et les professionnels de santé. On parle bien ici de bénéfice des pratiques médicales. Et c'est vrai que c'est un leitmotiv en fait, dans tout ce que nous faisons. C'est de pouvoir, à un moment donné, apprécier la valeur de ce que nous allons pouvoir mettre à disposition des patients ou des professionnels de santé. Quelques chiffres simplement pour vous dire pourquoi en fait, on s'intéresse à la e-santé chez Sanofi en France. D'abord parce qu'on est convaincu que c'est un écosystème qui a du potentiel, un potentiel fort, parce qu'en France, on a des startups, on a des centres académiques comme là où on est aujourd'hui, et on a aussi des startups qui sont extrêmement talentueuses et qui sont très actives en santé. En même temps, elles représentent déjà 30% de ce marché, mais en même temps, elles ont du mal à passer à la conversion de on a une bonne idée, on développe une belle preuve de concept, même on l'évalue, je la commercialise. Et c'est là aussi où tout prend tout son sens de ces partenariats que l'on peut mettre en place, où en fait on a la start-up qui connaît bien la techno, et puis ensuite l'acteur de santé plus historique, on va dire, qui peut apporter à la fois sa connaissance métier de la santé, tous les aspects réglementaires qui ont été évoqués, je crois, par quelques-uns ce matin, et qui sont absolument essentiels pour arriver jusqu'à l'usager, parce que finalement, tant que l'usager n'a pas entre les mains la solution, on est encore à l'idée, hein, on n'est pas encore à l'innovation. Ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est de voir qu'en France, il y a une évolution très positive de l'acceptation à la fois par ces fameux usagers dont on parle beaucoup, le patient et le médecin, de la e-santé. 81% des médecins français sont convaincus des bienfaits de la e-santé pour la qualité des soins, ce qui veut dire qu'on peut commencer à apporter des solutions qui vont les aider à mieux prendre en charge leurs patients. Et puis encore peut-être plus intéressant, c'est quelque chose une donnée très récente sur la base d'une étude qui a été faite à la demande du HDI en octobre de cette année, qui montre que 83% des Français sont prêts à partager leurs données de santé, dès lors bien évidemment que la raison pour laquelle ils la partagent ait un sens. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est toute la question de ces questions éthiques, au-delà de l'aspect légal, bien sûr, qui est extrêmement important. Ces questions éthiques, il faut qu'on ait en tête, en tout cas nous, c'est ce que nous pensons très fort, sur les sujets de la e-santé en particulier et du partage de la donnée. Alors, on a voulu en créer notre démarche d'une façon... j'allais dire symbolique, mais pas que, mais aussi symbolique. Ce qui nous paraissait important, c'est d'ancrer la démarche de Sanofi en e-santé dans un lab qu'on a ouvert, qu'on a inauguré cette semaine, en fait, qui s'appelle le 39 bis, qui est le premier laboratoire e-santé en France, dédié exclusivement à la e-santé, et que l'on veut ouvert à l'ensemble des collaborateurs de Sanofi en France. Donc encore une fois, activités commerciales, médicales, R&D, affaires industrielles, mais surtout très ouvert à cet écosystème. Pourquoi ? Parce que nous sommes convaincus, en fait on a deux convictions. C'est qu'en France on peut le faire, pour toutes les raisons que je vous ai dites tout à l'heure, et on est convaincus aussi qu'il faut essayer d'avoir une démarche très collective et très ouverte. Que ce ne sera pas un seul acteur qui va pouvoir arriver à mettre à disposition des solutions en e-santé. Et que donc on a créé ce lieu aussi, qui se veut un lieu de rassemblement, où on peut en tout cas mettre ensemble des patients, des associations de patients, des professionnels de santé, des start-up, des grands groupes, des académiques,
des industriels qui ne sont pas de la santé, historiquement de la santé, mais qui commencent à s'intéresser à ces sujets, des ingénieurs, mélanger les générations pour pouvoir arriver à véritablement concrétiser des idées qui sont nombreuses en France. Donc il y a 3 espaces dans ce lieu, un espace pour s'inspirer, parce qu'on pense beaucoup que on pense que c'est important, y compris pour nos collaborateurs. Donc c'est sur le site de Gentilly, on a voulu l'ancrer dans notre laboratoire. S'inspirer, c'est important parce que c'est toucher concrètement aussi ce qu'est la e-santé. On l'a vu tout à l'heure, quand on voit, en fait, tout d'un coup, ça devient vrai. Ah oui, ça existe en vrai. Donc, c'est pouvoir présenter en fait des innovations qui sont issues des équipes de Sanofi, mais aussi d'autres acteurs, bien évidemment. Et puis, on a un espace de co-création, d'idéation, qui n'est pas qu'un espace, puisqu'on met à disposition en fait des équipes qui viennent y travailler, des méthodes de travail qui s'inspirent de ce que font les start-upers. Donc, méthode agile, design thinking, lean startup et autres. Et puis, un espace d'expérimentation, parce qu'encore une fois, on veut aller au moins jusqu'à la preuve de concept. Et donc, on a des ordinateurs avec des logiciels de prototypage rapide, puisqu'on le verra tout à l'heure, on veut travailler sur des séquences très courtes pour pouvoir arriver de la façon la plus rapide possible sur des solutions concrètes. Bon, je vais passer rapidement. C'est une offre qu'on veut expérientielle, encore une fois, pour le dedans et pour le dehors. On veut pouvoir, ce qu'on appelle booster les visions, c'est-à-dire on veut organiser dans ce lieu, et on organise déjà dans ce lieu ce qu'on appelle les 39 minutes, c'est des séquences très très courtes où un start-upper ou un acteur de l'innovation va venir en fait partager ses réalisations. Donc, mais ça peut être voilà, une start-up qui vient parler. On avait BioSerenity, par exemple, qui est venu nous présenter ses tissus connectés, mais on a eu aussi une séance sur la blockchain, ou alors on a eu également, dans 15 jours, un avocat qui va nous parler justement de la gestion des données de santé avec les nouvelles lois européennes qui seront mises en place en mai de l'année prochaine. Voilà, et des expositions, des conférences, des learning expeditions, sortir dehors aussi, aller au contact des lieux d'innovation. Et puis on veut booster les pratiques. Donc par exemple, tous les mercredis matins, il y a une formation, en tout cas pour donner quelques clés sur le design thinking, et puis des méthodes de process créatif, et puis CUS, parce qu'on pense que des bouquins, c'est bien aussi. Donc il y a quelques livres sur le sujet. Et puis on voulait un lieu qui soit plein, de pas ouvrir une coquille vide. Et donc, dans la partie booster les projets, il y a déjà un certain nombre de projets que je vais partager très rapidement avec vous dans le cadre de ce 39 bis. Effectivement, la façon dont on a voulu travailler, donc je vous avais dit tout à l'heure, les 2 premières années de cette direction innovation ouverte a été consacrée à connaître l'écosystème. En toute fin d'année dernière, on s'est dit qu'on allait quelque peu pivoter sur la façon de travailler. Pas mal de petits POC qui étaient développés, mais pas des choses qui finalement étaient allées très en profondeur. Donc on a tué beaucoup de projets, en fait, en se disant, essayons d'en évaluer d'abord la valeur, et tout ce qui ne nous paraissait pas avoir de la valeur pour le patient ou le professionnel de santé, on les a écartés. Ou on les a, on va dire, mis de côté pour plus tard, pour voir ce qu'on pouvait en faire. Et puis on s'est dit, on va se concentrer plutôt sur des grandes questions. Donc au départ, on n'en voulait que 3, finalement on en a eu 5. Des grandes questions qui nous paraissent importantes pour l'écosystème et pour Sanofi. Et puis on va s'intéresser ensuite, sur la base de ces grandes questions, à l'usage. Et puis ensuite, on va penser à la technologie. Et ensuite, on va penser aux partenaires et on va développer. Donc on part vraiment toujours de la question, l'usage, la techno, les partenaires. Et donc voilà ce qu'il en est. Donc on a ces 5 questions. Il y a une première question qui est sur la question du bon usage du médicament ou la pharmacovigilance. Et l'usage que nous voulons ici, c'était augmenter en fait le niveau d'information de l'ensemble des parties prenantes pour les médicaments de prescription complexe ou les nouveaux médicaments. La techno à laquelle on a pensé assez rapidement, c'est l'agent conversationnel. Donc on a et les acteurs avec lesquels on souhaite travailler, c'est un grand groupe Orange Healthcare, et puis une start-up Capcode. Et donc là où on en est aujourd'hui, eh bien on a effectivement un POC. Donc c'est un agent conversationnel avec de l'intelligence embarquée. Donc on a beaucoup travaillé sur l'expérience, le user experience et sur la sémantique. Et puis, on va le faire, on va mettre en place un user test en janvier de l'année prochaine.
Et pour ce faire, on travaille également avec CapCode, que vous connaissez peut-être, qui est une start-up en fait, qui évalue des solutions en s'appuyant également sur les informations que l'on peut trouver sur le web. L'autre question que l'on se posait au sujet de la vaccination, c'est comment en tant que citoyen, je me protège et je protège mieux les autres grâce à la vaccination. Là, on a voulu travailler un petit peu différemment. On travaille avec une société qui s'appelle e-Révolution, qui est une société lyonnaise, qui en fait développe des plateformes de gestion de la donnée. Et on a mis en place un programme, VIC, Vaccination in Company, qui en fait associe donc l'utilisation de cette plateforme pour les médecins du travail, mais également qui finalement peut présager d'un nouveau business model qui serait de capitaliser sur la vaccination en entreprise. C'est quelque chose qui est assez développé dans les pays d'Amérique du Sud, par exemple. D'ailleurs, on s'en est beaucoup inspiré. Et donc, on a testé déjà. Donc, on a une première expérimentation. On s'est dit qu'on allait tester à la maison. Donc, on a fait ce test sur un des sites de Sanofi à Bordeaux. Et on aura les résultats là très prochainement, parce que c'est sur le vaccin de la grippe, ce qui nous permettra effectivement d'en tirer les conclusions et de savoir si on poursuit ou pas l'expérimentation. Une autre question qui est sur l'errance diagnostique des maladies rares. La question que l'on se pose, c'est comment réduire en fait le temps d'errance diagnostique dans les maladies rares. En France, ça peut aller de 10 à 15 ans avant d'être bien orienté dans un centre d'expertise pour pouvoir être pris en charge pour une maladie rare. On s'est dit que ce n'était pas acceptable. En tout cas, on avait envie de rétrécir ce temps. Et donc là, on a travaillé sur deux aspects. Alors tout d'abord avec School Lab, dont je vous parlais tout à l'heure. On a développé avec eux un serious game qui s'appelle Socrate et qu'on a déjà pu tester dans la vraie vie avec des médecins généralistes, puisqu'ils s'adressaient aux médecins généralistes. L'idée là était de proposer en fait à des médecins généralistes un jeu sérieux avec des études de cas où étaient glissés en fait quelques indices qui pouvaient laisser présager que certains patients devaient être bien orientés, en tout cas orientés dans un centre d'expertise pour maladies rares. Et en fait, donc c'est un test qui a duré 4 mois avec des résultats significatifs. Il y a eu plus de 3500 visites ou participations à ce jeu sérieux, avec 30% des médecins qui revenaient en fait sur le jeu. Donc on vient d'avoir les résultats, on va pousser en fait l'analyse de ces résultats et probablement renforcer en fait ce jeu pour en donner, pousser encore la valeur. L'autre orientation que l'on a, c'est encore avec Orange Healthcare, et on veut travailler sur le sujet plutôt des big data. Et l'idée qu'on en a à ce stade, c'est de se dire, essayons d'analyser des données disponibles et de nous intéresser au moment, non pas où le patient erre, mais là où le patient en fait tout d'un coup est bien orienté. Et essayons de comprendre en fait quels sont les signaux précurseurs juste avant cette bonne orientation vers le centre d'expertise. Quatrième question, c'est le rôle du pharmacien d'officine. Vous le savez ou pas, il y a 22 000 pharmaciens d'officine en France, c'est énorme. Il n'y a pas de désert pharmaceutique, en tout cas pas pour l'instant. Et donc nous, ce que nous disons, c'est que le pharmacien d'officine peut avoir un rôle essentiel sur la santé de demain, la santé du futur en France. Et donc, on travaille avec une start-up qui s'appelle Tipstank, mais aussi avec de nombreux pharmaciens d'officine et également les syndicats de pharmaciens d'officine pour travailler avec eux sur des outils qui pourraient favoriser en fait le rôle ou renforcer le rôle médical du pharmacien d'officine dans le parcours de soins des patients. Et aujourd'hui, on est plutôt sur différentes réflexions, d'ailleurs, sur de la formation, de la pédagogie sur certains sujets. Et on rejoint aussi parfois le sujet de la vaccination, car vous savez peut-être qu'il y a un test qui est en cours dans 2 régions en France sur la vaccination faite par le pharmacien. Mais on réfléchit également à des objets connectés ou des plateformes collaboratives qui simplifieraient en fait les connexions entre le pharmacien d'officine et les professionnels de santé. Et puis enfin, la dernière question que nous adressons, c'est la question du diagnostic des affections cutanées. Comment faciliter en fait la circulation des images en particulier. Et donc on a décidé de s'associer à une toute nouvelle structure qui s'appelle Joggle, Just One Giant Lab,
dont l'ambition est de créer en fait une plateforme ouverte collaborative dans laquelle on pourrait en fait bien mettre des images, donner la possibilité aux différents acteurs de les commenter, de les partager. Donc tout ce que nous faisons, nous associons dès le démarrage, encore une fois, des associations de patients, des professionnels de santé. Nous avons d'ailleurs mis au sein du lab en place un board digital d'associations de patients. Ils sont très sévères, hein, et très régulièrement, à peu près tous les mois et demi, ils viennent, on leur présente là où on en est en fait dans les idées, dans les évolutions des solutions, pour qu'ils nous donnent leur avis. Parce que ce qu'on se dit, c'est qu'au bout du bout, c'est eux qui vont utiliser. Et c'est extrêmement intéressant parce que leur regard est souvent très différent du nôtre. Voilà. Alors on travaille, je vais aller très vite pour le coup, sur des séquences très rapides au sein de ce lab. On se donne un enjeu fort pour un grand groupe, c'est de travailler sur des séquences de 6 mois avec cadrage, incubation, expérimentation. On veut aller très vite. Donc on met en fait les équipes projets sous pression sur ces questions-là, avec des go-no-go. Là, il y en a 3, mais des fois, il y en a plus. Très fréquents. Pour pouvoir parce qu'on a le droit de se tromper, donc ça, c'est ça plutôt cool. Mais il faut qu'on se trompe vite. C'est-à-dire qu'on ne veut pas prendre beaucoup de temps, on ne veut pas mettre beaucoup d'argent sur des projets qui n'auraient pas de sens. Et c'est pour ça, encore une fois, que patients et professionnels de santé interviennent très rapidement. Parce que si on se rend compte que ça ne les intéresse pas, la question du pharmacien, par exemple, s'il ne s'intéresse pas les pharmaciens, ça ne sert à rien de développer quelque chose qu'ils n'utiliseront jamais. Et donc, on travaille sur un mode très dynamique et très rapide. On a la chance d'avoir pu nouer des partenariats dans le cadre du 39 bis qui accompagnent en fait la démarche. Donc au-delà des partenaires que vous avez vus tout à l'heure avec lesquels on travaille sur les solutions, on a choisi de travailler avec de s'associer à ces partenaires ou d'associer ces partenaires au 39 bis. D'abord parce que c'est dans la démarche collective que l'on souhaite mettre en place, et puis également parce que chacun d'entre eux va pouvoir nous apporter en fait des expertises que nous n'avons pas forcément. Altran, par exemple, donc 2 grands groupes, Altran et Cognizant, donc ils nous amènent l'un et ou l'autre leur connaissance sur des sujets de design thinking, par exemple. Tous les mercredis matins, Cognizant fait une formation, je vous le disais, c'est eux, en fait, sur le design thinking. Mais ils nous permettent également de travailler sur des nouveaux modèles d'affaires, puisque au bout du bout, encore une fois, ce que l'on veut, c'est que ça arrive jusque au contact des usagers. Et donc, il est important, nous semble-t-il, dès le démarrage, ou très tôt en tout cas, d'initier une réflexion avant l'industrialisation des solutions, une réflexion sur les modèles d'affaires. Il y a également Franciel Tech dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, pour nous, c'est très fort puisqu'il y a ce réseau en fait de près de 150 startups en e-santé, donc qui vont nous permettre sur des thématiques données d'alimenter les réflexions. Et puis c'est aussi les y-associés. Et puis c'est notre façon, nous aussi en tant qu'acteurs français, de contribuer, si cela est pertinent, au développement de startups françaises. 2 startups, DMD et Human Life. DMD que vous connaissez peut-être, qui a développé en fait une certification MLS Quality des applications qui travaillent de façon assez rapprochée avec la Haute Autorité de Santé. Nous, ça nous paraissait intéressant, là aussi en tant qu'acteur de santé, c'est tout ce qui est qualité, tout ce qui est gestion de la donnée, tout ce qui est éthique, c'est juste essentiel parce que si on le fait pas bien, enfin tous ceux qui travaillent sur ces sujets le savent bien, ça peut être, en fait, une erreur peut être, la viralité peut être très forte et ça peut en fait pénaliser tout le monde. Donc on est très attentif à ça et tout ce que l'on fait passe par nos propres circuits de qualité. Mais là encore, il nous paraissait intéressant de sortir en fait, de ce que nous faisions en interne et d'aller en fait nous frotter, si je peux m'exprimer ainsi, à l'extérieur. Et donc DMD est là aussi pour ça. Et d'ailleurs, il ne certifie pas toujours tout ce que l'on fait. Donc on retravaille sur les solutions et puis on repasse pour la certification. Et Human Life, c'est intéressant aussi parce qu'eux, ils partagent avec nous leur vision de la start-up. Donc parfois, ils se moquent bien de nous lorsqu'on a des process un peu longs, un peu compliqués. Donc ils sont là pour nous aider aussi à accélérer. Et enfin, School Lab, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une structure très intéressante dans leur mode de fonctionnement. Et voilà, et je vous remercie.
Bonjour, merci pour cet exposé très intéressant. Dans la présentation de vos collaborations, je n'ai pas vu mentionner les organismes de recherche, je pense évidemment au CNRS, l'INSERM, etc., qui sont le CEA, qui sont pertinents dans le domaine. Et dans les projets que vous avez cités non plus. Donc, est-ce que c'est parce que c'est plus facile de travailler directement avec des entreprises, donc pour être plus près du marché, ou est-ce que c'est plus difficile d'avoir, ou est-ce qu'il y a moins besoin de recherche un peu plus amont? Merci pour cette question. Alors, bien sûr, tous ces organismes que vous avez cités travaillent avec Sanofi, plutôt dans le cadre de la R&D d'ailleurs. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas eu l'opportunité ne s'est pas présentée. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose que nous souhaiterions faire. Si d'ailleurs vous avez des projets qui vous intéressent, vous sentez, enfin, vous voyez des opportunités, avec grand plaisir pour en parler. Après, ce que l'on veut faire, c'est aller très vite. Alors après, je ne sais pas si ça s'inscrit dans la démarche. Cette structure, en fait, et on l'a souhaité ainsi, hein, est différente de la structure R&D de Sanofi. C'est aussi des méthodes de travail différentes que l'on veut essayer de pousser, mais on est tout à fait ouvert, bien au contraire, pour travailler également avec des académiques, avec ce type de structure, oui. Vous avez évoqué à quelques reprises la question de l'éthique. J'allais dire que dans la e-santé, bien plus qu'ailleurs, cette question est fondamentale. Et on voit que dans le passé, il y a la santé a eu quelques soucis et a priori, ça pourrait être à cause de cette question d'éthique. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément et concrètement chez Sanofi, qu'est-ce qui est fait dans le domaine de l'éthique par rapport à ce qui est connecté, par rapport aux données et aux data? Merci. Bien sûr. Alors, vous m'entendez là? Oui, ça marche. Alors, sur le sujet de justement, alors d'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, c'est ce que je vous disais, c'est que au-delà de nos propres appréciations, aujourd'hui, tous nos objets de e-santé, toutes nos solutions de e-santé passent par l'un des acteurs, probablement il y en a deux en France, le plus reconnu en fait sur ces sujets, avec effectivement le label MS Quality. Et aujourd'hui, on est en train, alors cette structure vient de démarrer, hein, elle vient d'être lancée en fait cette semaine. Hein. Notre volonté, c'est de mettre en place un comité d'éthique spécifiquement sur ces sujets de e-santé, indépendant, dans lequel en fait on associerait des acteurs indiscutables qui pourraient effectivement accompagner la démarche. Et puis par ailleurs, et ça j'ai beaucoup insisté, je crois, c'est l'éthique, c'est tout d'abord s'adresser à ceux qui vont l'utiliser. Et ça c'est quelque chose qu'on a fait dès le démarrage, c'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, les associations de patients, les professionnels de santé sont des parties prenantes. Non pas uniquement pour leur apporter et leur dire voilà ce qu'on fait, ils participent en fait, ils contribuent au développement des solutions. Et puis enfin par ailleurs, dans le choix même de nos partenaires, si nous avons choisi de travailler avec Orange Healthcare sur les sujets qui touchent à la data, c'est pas un hasard. C'est parce que en fait, cette Orange Healthcare est hébergeur de données de santé et agréé. Et donc, ça nous paraissait important, là aussi, de travailler avec un acteur reconnu pour cet élément. Je vous en prie. Oui, moi, j'avais une petite question, alors assez générale, finalement, sur le business model des pharma par rapport au numérique. Parce que, bon, alors, s'il y a des choses confidentielles, évidemment, vous n'en parlez pas, mais j'aimerais bien comprendre, finalement, dans le positionnement des pharma qui ont vécu les petites molécules, les biotechnologies, et qui sont maintenant confrontés à la compétition avec d'autres types d'entreprises, qui sont les entreprises sur les données, ce que représente cette démarche. Est-ce qu'elle fait partie de votre business model? Et si elle en fait partie, vers où on va et pourquoi? Alors d'abord, je vous reprendrai, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on le vit chez Sanofi. On se dit pas, on est confronté à de nouvelles, comment vous avez dit, sociétés ou je sais pas. En fait, non, c'est plutôt nous, on voit plutôt ça comme une opportunité. Confronté, c'était pas négatif. Ah d'accord, c'est confronté, c'est un confronté sympa. C'est que ça arrive, quoi. D'accord, ok. Alors c'est plutôt une opportunité en fait. Oui. C'est plutôt comme cela qu'on le voit.
parce que effectivement, vous voyez, tous les sujets dont on vient de parler ici, on les a choisis aussi parce qu'ils s'intègrent dans la prise en charge des patients dans les aires thérapeutiques dans lesquelles on travaille, ou d'une façon plus générale dans notre métier. Se dire, et au contraire, c'est plutôt une chance, c'est-à-dire de se dire, tiens, sur le bon usage, sur les sujets de pharmacovigilance, probablement les nouvelles technologies doivent vous permettre d'aller un cran au-dessus et de mieux faire finalement. Donc, pour nous, c'est simplement un prolongement logique, c'est-à-dire que, comme dans tout domaine, le numérique aujourd'hui fait partie de nos vies. C'est pas genre un truc qui arrive. Donc dans 20 ans. Sanofi restera une entreprise pharmaceutique. C'était ça le sens de la question. Ah, c'était ça votre question. Oui, écoutez, oui. Oui. Elle était un peu provocante. Non, je l'aime bien. Oui, a priori, oui. Avec la recherche, je vous ai montré tout à l'heure l'effort qui est fait en R&D, bien évidemment. La raison d'être de Sanofi, c'est d'apporter des molécules pour les maladies que nous adressons, bien sûr. Mais comment ne pas le faire en pensant au numérique, au digital? C'est pas possible. Et l'accompagnement des patients non plus. Merci beaucoup. Encore des questions dans la salle? Okay. Ah si, j'ai vu deux mains si vous voulez. Oui, juste par rapport aux questions de le cadrage qui dure 6 mois. On part de l'idée, parce que j'ai l'impression que vous allez rejeter beaucoup d'idées, en fait, parce que en 6 mois, si l'idée n'est pas mature, peut-être qu'il sera rejeté dès le début. Alors, ce que l'on fait, c'est d'abord, c'est une toute petite équipe. Alors, d'ailleurs, il ne faut pas qu'elle soit trop grosse. C'est ce que je dis à mon équipe, qui des fois râle un peu. Je dis, mais il ne faut pas qu'elle soit trop grosse, puisqu'il faut qu'on reste tourné vers l'extérieur. Mais malgré tout, c'est une petite équipe. Donc, on ne peut pas prendre 25 projets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il vaut mieux... Ce qu'on se dit, c'est... on ne veut pas devenir des faiseurs de POC. Ça, c'est l'enfer. Donc, plutôt que de travailler en largeur, c'est travaillons en profondeur. Choisissons quelques sujets et sélectionnons quelques idées. En revanche, on va aller creuser au maximum de la valeur de ce qu'on va pouvoir faire. Donc, ça ne veut pas dire que les idées sont rejetées. On les garde, les idées. On a une espèce de pipe à idées. Aujourd'hui, on travaille de cette façon-là sur ces 5... On a un enjeu de démonstration aussi, parce que votre question, elle était quand même... elle était extrêmement intéressante. C'est sur ces sujets de e-santé, les équipes qui travaillent sur ces modèles, sur ces solutions, on a un enjeu de démonstration que ça va apporter de la valeur au sens large pour le patient, pour le professionnel de santé, pour l'entreprise aussi. D'accord? Donc, c'est plutôt faire peu et aller jusqu'à la solution et jusqu'à la démonstration de la valeur de la solution. Les idées, on les garde. Et ce que nous souhaitons faire, c'est en mars, avril de l'année prochaine, donc on aura ouvert depuis 6 mois à peu près, c'est de lancer un appel à projet sur des grandes questions, donc peut-être les mêmes, peut-être d'autres, un appel à projet interne et externe, et mettre en place en fait un système de sélection en fait des idées pour travailler sur des solutions. Et en reprenant aussi les idées qui ont déjà été émises. Et puis simplement encore, parce que je me suis peut-être pas mal exprimée, donc il y a ces 5 axes. Après, quand des idées viennent de l'entreprise, quelqu'un arrive, par exemple, je vais donner un exemple très concret. On travaille, il y a une charte qui a été signée entre Sanofi et l'INCa sur l'accompagnement des patients atteints de cancer ou des collaborateurs atteints de cancer ou des collaborateurs ayant des proches atteints de cancer. Et là, en fait, l'équipe qui travaille sur ce sujet souhaite développer une plateforme pour les collaborateurs de Sanofi dans un premier temps, mais qui, pourquoi pas, pourrait être ensuite utilisée dans le cadre de cette démarche. Bien, on les a accueillis au 39 bis. Donc, l'idée n'est pas incubée au sens propre dans le 39 bis, mais en revanche, ils bénéficient de toute l'offre de ce lieu. C'est-à-dire l'accompagnement en design thinking, le board d'associations de patients où il y a des associations de patients atteints de cancer, vont pouvoir travailler avec eux sur ce sujet. Merci beaucoup. Je vais frustrer Je vais maintenant accueillir, on va passer à la présentation suivante. Merci beaucoup.